Bonsoir. Eh bien, pour ce quatrième lancement d'Ariane 5 cette année, Arianespace se prépare à effectuer une deuxième tentative, puisque vous vous en souvenez, le 1er juillet, lors de la première tentative, nous avions été obligés d'arrêter la chronologie car une difficulté sur le système cryotechnique de l'étage principal cryotechnique du lanceur était apparue. Depuis, nous sommes attelés à résoudre ce problème avec l'ESA, le CNES et nos partenaires industriels. Et aujourd'hui, après plusieurs revues que nous avons organisées et auxquelles ont participé nos clients, nous considérons que nous sommes fin prêts et que le lanceur est en configuration qui permettra cette fois-ci de dérouler la chronologie jusqu'au bout. Donc pendant ces quelques semaines, les deux satellites Astra 1N et BESAT 3C JCSat 110R ont été maintenus en conditions de sécurité maximale. Comme vous l'imaginez, nos clients sont particulièrement impatients de voir leur satellite en orbite et c'est ce que je vous propose de regarder à présent avec ce nouveau lancement Ariane 5ECA, Astra 1N, BESAT 3C, JCSat 110R. Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Pierre Junière et de Julien Misraki. Bonsoir Julien. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. De nous rejoindre en direct ce soir depuis le port spatial de l'Europe pour ce 59e lancement d'Ariane 5. Donc au programme de cette émission, les tout derniers préparatifs avant le décollage dans un peu plus de 12 minutes. Et ensuite, bien sûr, ce sera la phase propulsée du lanceur jusqu'à la libération de ses deux passagers. Et tout au long de cette retransmission, comme d'habitude, nous vous proposerons des reportages pour découvrir les acteurs de ce vol. Mais tout de suite, on peut le dire, vous le voyez, c'est en haut à droite sur vos écrans, il y a un rouge météo. Voilà Pierre, alors qu'on le découvre, ce panneau qui est normalement complètement vert a un rouge sur l'onglet météo. Donc ce rouge météo, on peut peut-être dire quelques mots. Bah oui, il était un petit peu prévu, on était un petit peu au courant, quoique la météo c'est quelque chose qui peut évoluer assez rapidement. Et on savait qu'en début de fenêtre, il y avait quand même des vents importants. Ces vents au-dessus de 10 km d'altitude, les vents en altitude, comme on dit. Hier, le tir a été reporté tout simplement parce qu'effectivement, ces vents ont été enregistrés à environ 50 nœuds, 90 km/h. Et donc, la prévision pour la fenêtre n'était pas formidable. Et donc, on a décidé de ne pas remplir les réservoirs avec les ergols cryotechniques. C'est le contraire aujourd'hui qui se passe. Alors, malheureusement, hier, on n'envisageait pas d'amélioration sur cette fenêtre de lancement de un peu plus d'une heure et quart. Donc il a été décidé de ne pas remplir, donc déjà 7 heures avant le H0, au moment où on démarre le remplissage de l'EPC, il avait été décidé de ne pas remplir justement puisqu'on n'envisageait pas de possibilité de lancer dans la fenêtre prévue. Aujourd'hui, effectivement, on est en rouge aujourd'hui, 12 minutes avant l'heure, le H0 théorique de 18h53. Mais effectivement, les prévisions prévoient une nette amélioration au cours de cette fenêtre. Donc on a de forts espoirs de pouvoir lancer avant les 20h08 qui sont l'heure de fin de fenêtre pour le lancement d'aujourd'hui. On a une fenêtre de 1h15, donc Julien vient de vous le dire, la fenêtre de lancement se termine à 20h08. La séquence accro, donc forcément il faudra lancer avant 20h, on va dire à 20h au dernier carat. Tout de suite, je vous propose de regarder les news d'Arianespace. Début juin, Arianespace a participé à Johannesburg au Satcom Africa. Avec les récents lancements des satellites Nilsat 201, Rascom CAF1R et Intelsat Newton, Arianespace est fier de participer au développement des télécommunications sur le continent africain. Le premier lancement Soyouz depuis le centre spatial guyanais est officiellement prévu le 20 octobre 2011. Il mettra en orbite 4 satellites de la constellation Galileo, le service de géolocalisation européen. Le prix ICAR 2011, qui récompense l'œuvre et l'engagement d'une personnalité ou d'une équipe dans le domaine aéronautique ou spatial, a été décerné à Jean-Yves Le Gall pour le succès industriel et commercial d'Arianespace. Au Salon du Bourget, Arianespace a confirmé sa place de numéro 1 sur le marché des lancements commerciaux.
À cette occasion, Jean-Yves Le Gall a rencontré Vladimir Poutine. Il a également accueilli le Premier ministre français François Fillon sur le stand Arianespace, ainsi que Antonio Tajani, le commissaire européen à l'industrie, et Laurent Wauquiez, tout récemment nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'opérateur luxembourgeois SES a de nouveau choisi Arianespace pour le lancement du satellite de télécommunication Astra 5B prévu en 2013. L'opérateur norvégien Telenor a également choisi Ariane 5 pour lancer Thor 7 fin 2013. Arianespace avait déjà lancé Thor 6 fin 2009. C'est le 13 juillet 2011 qu'Arianespace et Starsem ont placé en orbite 6 satellites de la constellation Globalstar 2. Ils fourniront des services de téléphonie par satellite dans le monde entier. C'était le 23e succès d'affilée pour Starsem. Si vous nous rejoignez à l'instant, je pense notamment aux nombreux internautes qui nous suivent et qui se branchent pas forcément pile poil au début de notre vidéo transmission directe, sachez que ce rouge que vous voyez, c'est un rouge météo, nous venons de l'expliquer, et qu'en fait, les vents en altitude sont un petit peu contraires en début de fenêtre et qu'on espère qu'ils vont s'apaiser, qu'ils vont diminuer et qu'on va pouvoir lancer. Alors je ne sais pas si ça sera en milieu de fenêtre, si on va directement viser la fin de fenêtre. Mais enfin, tout ça, on va s'en apercevoir au fur et à mesure de cette vidéotransmission. Oui, oui, néanmoins, malgré ce rouge, vous découvrez les images à Jupiter. Vous voyez qu'à Jupiter, tout le monde est prêt pour le lancement. Bien sûr. Donc, vous avez découvert d'ailleurs les chefs de projet Arianespace, oui. Véronique Loisel et Luca Kekio, qui ont suivi ce projet, qui ont mené ce projet avec Astra 1N et BSAT 3C JCSat 110R. Et maintenant, nous découvrons le chef de mission. C'est Didier Saïd. Pas très loin de lui, il y a le DDO, le directeur des opérations, c'est Bruno Gilles ce soir. Bruno Gilles, voilà, qui va recevoir toutes les informations des stations aval et qui, en principe, va nous rythmer tout au long de la soirée cette vidéotransmission, grâce notamment aux informations qu'il recevra du CVI, oui, contrôle visuel immédiat. Le CVI, le contrôle visuel immédiat. Donc, tout le monde se tient prêt également là-bas pour suivre le décollage qui aura lieu a priori ce soir si la météo le permet, et notamment le CVI qui nous permet de suivre en direct tout ce qui se passe pendant le lancement. Ce sera Adriana Marcello ce soir qui parlera dans le micro pour donner toutes ces informations aux équipes opérationnelles et à la cellule de vol. Eh bien, on espère l'écouter très bientôt, Adriana, même si c'est pas nous directement qui voilà, l'écoutons. Tout à fait. Alors, vous voyez. À tous de DDO. Arrêt du décompte suite au rouge lié aux conditions de vent en altitude. Que les moyens restent prêts pour le démarrage du décompte dès le retour au vert. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement la deuxième partie. Les moyens restent prêts et dès qu'il y a un retour au vert, eh bien on repart dans cette séquence synchro puisque de toute façon, ces 7 minutes sont indispensables au décollage d'Ariane 5. Alors peut-être qu'on peut un petit peu développer sur la météo, même si on n'a pas nous tous les éléments, mais on connaît les critères de base, Julien. Oui, effectivement. Donc les grands critères de base météo sont les vents au sol. Les vents au sol pour éviter d'avoir des trop grosses rafales au moment du décollage qui pourraient perturber le décollage du lanceur. On a des critères sur les risques de foudre si on voit des orages arriver sur Kourou. Et donc ces critères sur les vents en altitude. Donc ces critères sur les vents en altitude sont là pour protéger les populations. C'est un objectif de sauvegarde des populations ici à Kourou, puisque on va, pour une trajectoire GTO, donc comme celle de ce soir, on va tirer vers l'est. Et donc le lanceur, bon, il ne va pas passer exactement au-dessus de Kourou, mais quand même pas si loin de Kourou. Donc les vents en altitude sont prévus pour que, en cas de souci en vol, si on imagine le cas pire où il y aurait une explosion, il faut justement prévoir que malgré tous ces vents, en tenant compte de ces vents, de leur direction et de leur vitesse, il n'y ait aucun risque de retomber des ergols, enfin des carburants, des éléments, aucun risque de retomber de quoi que ce soit dans les zones peuplées autour de Kourou.
Donc ça, c'est un critère de sauvegarde absolu et évidemment, on ne pourra pas y déroger. Donc bien sûr, ce critère, on espère qu'il va évoluer favorablement puisqu'en ce moment, eh bien, les vents ne sont pas favorables au-delà de 10 km d'altitude. Mais on a l'indication que ça va se calmer, ça c'est sûr, puisque c'est pour ça qu'on a démarré le remplissage tout à l'heure. Et ici à Kourou, bien évidemment, tout le monde y croit. Tout le monde y croit, effectivement, et c'est d'ailleurs la grande différence par rapport à la situation d'hier. Durant laquelle hier nous n'avions aucune prévision favorable, aucune prévision d'amélioration au cours de la fenêtre. Donc peut-être on peut dire pour mesurer ces vents en altitude, oui, qu'on envoie des ballons sondes, effectivement. Donc ces ballons sondes sont envoyés même déjà depuis 3 jours, depuis J-2, donc J étant le jour de tir nominal, donc c'était hier. Donc ça fait 3 jours maintenant qu'on envoie des ballons sondes régulièrement pour mesurer ces vents en altitude. Donc au-delà de 10 on en km, envoie pratiquement de plus en plus de ballons sondes, plus on se rapproche. Mais tout de suite, on va justement détailler un peu ces opérations de la météo grâce à un sujet qui vous explique tout cela. L'autorisation de lancement est souvent conditionnée par un élément dont personne n'est maître, le temps. Tout ce que l'on peut faire, c'est le prévoir et s'organiser en conséquence. Alors, pour anticiper ce phénomène naturel, la base de lancement est dotée d'un centre météorologique spécifique où l'on se trouve actuellement. Bruno Jacquemin est le responsable de l'activité météorologique du Centre spatial guyanais. Il nous explique les méthodes de collecte et d'analyse des informations climatiques. Il faut bien distinguer d'une part les critères météorologiques proprement dits. Ils sont donc le risque de foudroiement du lanceur, soit au sol, mais surtout en vol. À partir du moment où il quitte l'installation avec les paratonnerres, il devient fortement exposé au risque de déclenchement de la foudre. Un nuage évolue en permanence. Chacun de ces états représente donc un risque. C'est la raison pour laquelle il est important de les observer en permanence et de les comprendre. L'extension verticale des nuages est très variable et très importante pour nos activités. Un petit nuage qui culmine vers 2 ou 3 mm est tout à fait inoffensif. Un nuage qui culmine vers 7 ou 8 km est pré-orageux, il commence à avoir de l'électricité à l'intérieur. Et enfin, dans son développement maximum en Guyane, un nuage peut atteindre 17 km. C'est considérable, hein, sous les latitudes tempérées en métropole, c'est plutôt 10 ou 12 km à la limite supérieure. Là, on a vraiment des nuages qui montent 50% plus haut, donc qui nous donnent ces ciels de Guyane. Pour visualiser ces nuages, le centre météorologique est doté de radars, des radars qui permettent justement d'obtenir une image tridimensionnelle de la couche nuageuse. En période de lancement, nous faisons tourner nos radars météorologiques avec la cadence et la vitesse la plus rapide pour avoir une caractérisation, disons, volumétrique de l'atmosphère, une espèce de radiographie en 3D qui nous permet de connaître la position et surtout l'extension des nuages et donc de savoir si les nuages présentent un risque de foudroiement pour le lanceur. Si tel est le cas, le lancement est reporté, en général, jusqu'à ce que le nuage ait évacué la zone et que le lanceur puisse décoller ensuite. Les vents au sol sont mesurés à l'aide d'anémomètres installés sur la base. La vitesse de ces vents va déterminer de la suite du déroulement des opérations. Donc on mesure très précisément les vents au sol quand le lanceur est transféré d'un bâtiment à un autre, quand il est stationnaire sur sa zone de lancement et au moment où il décolle. Ces contraintes météorologiques ne sont bien évidemment pas les seules à être prises en compte pour le lancement. La phase de vol, elle aussi, requiert une attention toute particulière. Pour mesurer le profil de vent en altitude et transmettre cette information à la sauvegarde, très classiquement, on utilise des ballons sondes. Donc ce sont des ballons dilatables gonflés à l'hélium qui vont culminer à 30 km d'altitude, parfois un peu plus, sous lesquels on accroche ce petit instrument qui mesure la température et l'humidité, qui est doté d'une antenne GPS afin d'en connaître la position et qui retransmet toutes ces informations en modulation de fréquence. Et donc, des positions successives de la radiosonde à mesure qu'elle s'élève, on déduit les variations du profil vertical de vent en altitude et donc le vent qui règne à la verticale du lanceur. Et on transmet ces mesures au service sauvegarde qui les exploite afin de déterminer son autorisation ou son interdiction de lancement. Les vents en altitude sont un facteur essentiel dans l'autorisation de lancement. Une vitesse trop importante peut être dangereuse pour le lanceur en vol. Quant à leur orientation, elle doit garantir la sécurité des populations civiles en cas de retombée d'éléments du lanceur. Bien évidemment, une fois que le lancement est effectué, nous n'arrêtons pas tous nos équipements. Le radar météorologique qui tourne en permanence continue à diffuser de manière régulière et continue toutes les détections des zones pluvieuses à Météo France. Et puis tous nos dispositifs de mesure sur les mâts, sur les stations automatiques continuent à enregistrer les données
qui elles aussi sont recueillies par Météo France et qui donc bénéficient à l'ensemble de la communauté régionale et météorologique. Ces critères de sauvegarde mis en place par le CNES CSG permettent à Ariane Espace d'assurer à ses clients des campagnes et des lancements avec un maximum de sécurité. Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur un critère qu'effectivement, Isabelle Malivoire le disait à l'instant, on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la météo. Alors bien évidemment, vous l'avez découvert, hein, ballon, sonde, radiosonde, radar, image 3D, et c'est justement puisqu'on a tous ces instruments de mesure, qu'il a été décidé de partir dans cette séquence avec un rouge malgré le rouge en visant peut-être le milieu de fenêtre, peut-être la fin de fenêtre, je ne sais pas quelle sera la décision. Donc on vous le rappelle, cette fenêtre qui se termine à 20h08 heure de Kourou, donc c'est qui fait 1h du matin, 1h08 à Paris. Oui. Donc voilà, on a encore une heure, un peu plus d'une heure pour réaliser ce lancement. Donc, on va nous se dire qu'a priori, ça m'étonnerait qu'on lance dans les 5 minutes, hein, puisque on va si la tendance est baissière, si les vents diminuent, je pense qu'on peut se dire qu'on ne lancera pas avant 19h20, 19h30. C'est mon sentiment. Des points météo sont réalisés régulièrement et dès que la météo est confirmée comme acceptable vis-à-vis du lancement, on décidera de reprendre la séquence synchronisée. Donc là où on l'a arrêté, à moins 7 minutes. Donc a priori, autour de 19h30, d'ici une demi-heure, ça devrait, la météo évolue dans le bon sens. Il se peut aussi, hein, Julien, vous le savez comme moi, hein, vous qui êtes aussi un opérationnel, qu'on vise délibérément la fin de fenêtre. Donc ça pourrait être à 8h moins le quart, 8h moins 10, ici heure de Kourou. Donc tout ça, on va le voir par la suite. Mais tout de suite, je pense que le plus simple, ça va être de nous interrompre tout simplement pour partir peut-être aussi à la pêche aux informations. Et on revient dès que possible. Donc arrêt provisoire de la chronologie. Vous le voyez sur ce déroulant, ce crawl comme on dit dans notre jargon audiovisuel. Et nous revenons vous voir dès que possible. À tout à l'heure. À Toul de DDO, retour au vert des conditions de vent en altitude. Attention pour la reprise du temps des comptes. 3, 2, 1, top. Reprise du temps des comptes. Voilà, vous avez écouté comme nous le DDO faire cette annonce. Le nouveau H0 est 22h, 52 minutes et 30 secondes en temps universel. Donc, ce qui nous fait un H0, Julien, si je ne m'abuse, à 19h52 minutes et 30 secondes. Ici, heure de Kourou. Donc, on savait qu'il y avait un bon espoir, comme je vous le disais, que ce rouge météo repasse au vert. Eh bien, cet espoir a été justifié puisque les vents en altitude ont diminué. On est repassé dans les bons critères météo. Cela permet d'afficher un vert. Désormais, tous les indicateurs sont au vert ici à Jupiter. Et cela va nous permettre donc d'entrer, Julien, dans la séquence synchronisée. Et donc la séquence finale de cette chronologie de lancement, la séquence synchronisée qui va redémarrer donc on va écouler ces 7 minutes jusqu'au H0 qui est donc fixé à 19h52 minutes et 30 secondes. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est pour ça qu'on s'était arrêté à moins 7 minutes. C'est que ces 7 minutes, c'est donc le début de la séquence synchronisée, effectivement. Et c'est dans cette séquence synchronisée que le lanceur devient peu à peu autonome pour... le contrôle est pris par deux puissants calculateurs qui sont au CDL3. On y est en image. Hein, voilà, on y est en image. On voit sur ces images les équipes qui travaillent actuellement au CDL3 pour surveiller justement tout ce qui se passe
pendant cette séquence synchronisée. Alors on va tout de suite rappeler bien que il y a deux équipes d'ingénieurs là-bas au CDL, la première qui travaille sous l'autorité du COEL, André Sicard, et la deuxième sous l'autorité du CEPAP, Marc Roy, qui a remplacé Arnaud Sauvitch pour la fin de cette campagne. Oui, tout à fait. Donc les équipes opérationnelles qui, elles, ont pour rôle de préparer les installations sol, mais également la préparation du lanceur, et les équipes du CEPAP qui, elles, donc, ont ce rôle d'expert, comme vous l'avez dit, et ont pour rôle donc, de présenter notamment à la RAL, la revue d'aptitude au lancement, l'état de conformité du lanceur, donc à la fois au comité technique Ariane et également aux clients, pour que l'ensemble de ce comité et des clients puissent autoriser le transfert du lanceur de son bâtiment d'assemblage à la zone de lancement pour réaliser le lancement. Tout de suite en image, on va détailler les différentes parties de ce lanceur, avec d'abord les boosters. Donc les deux boosters, comme on les appelle, les étages d'accélération à poudre, d'une hauteur de 31 mètres et d'une masse de 278 tonnes chacun, sur les deux côtés du lanceur. Ils encadrent le PC, l'étage principal cryotechnique, avec ses ergols hydrogène liquide et oxygène liquide, et puis au-dessus. Au-dessus, on retrouve l'étage supérieur cryotechnique, donc également propulsé par de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Et enfin, tout au-dessus, bien évidemment, la coiffe qui abrite nos deux passagers, les deux satellites, une coiffe de 17 mètres de haut. Alors ici, eh bien, à Jupiter, on a bien entendu les responsables techniques qui sont rivés à leur pupitre. Et concernant bien nos deux satellites, on peut dire par exemple que pour BSAT 3C JCSat 110R, le chef de mission, il s'appelle Luis Terrazas, vous le voyez à l'instant, et le chef de projet, lui, c'est Howard Floyd. Tous les deux sont de Lockheed Martin. Et on peut d'ailleurs noter que Lockheed Martin est un client fidèle d'Arianespace, puisque ce soir, ce sera la 41e plateforme de Lockheed Martin lancée par Arianespace. Notons également que le Japon est également un client fidèle, puisque c'est le 26e satellite japonais lancé par Arianespace pour le Japon. Et oui, une coopération de longue date. Jean-Yves Le Gall est d'ailleurs le coprésident de la table ronde Europe-Japon. Et puis tout à l'heure, nous écouterons une interview du responsable du bureau Ariane Espace à Tokyo. Il s'appelle Kiyoshi Takamatsu. Alors que vous voyez cette coiffe qui abrite nos deux satellites, donc cette coiffe qui permet de les mettre comme dans un cocon pendant toute leur phase de vie au sol pendant l'intégration et en vol. Alors qu'on va découvrir maintenant ce qui se cache sous cette coiffe. Sous la coiffe. Donc nous découvrons en position haute Astra 1N, donc notre passager le plus lourd des deux, qui pèse 5350 kg et qui délivrera un service de télévision direct. Alors, le satellite en position haute, il est posé sur le SILDA et le SILDA cache notre passager en position basse, mais on l'aperçoit là sur ces images et cette coupe transversale. Donc c'est BSAT 3C JCSat 110R, il pèse lui près de 3 tonnes, un satellite dédié à la télévision directe qui couvrira le Japon. Alors on va repartir sur la zone de lancement. Voilà, vous voyez que la nuit est tombée maintenant, mais par contre rien n'a changé au niveau des installations de cette zone. Rien n'a changé, effectivement. C'est une zone de lancement qui contient donc 3 carnaux, 4 pylônes parafoudres et un château d'eau qui déversera tout à l'heure 1500 mètres cubes d'eau dans un déluge d'eau au moment du décollage. Donc son rôle principal est d'amortir toutes les vibrations acoustiques liées à l'allumage des 2 EAP qui propulsent le lanceur au moment du décollage. Nous allons tout de suite évoquer, Julien, le rôle des bras cryotechniques. Voilà, on a un split screen, un écran partagé en deux, et ces bras relient le lanceur aux mains ombilicales. Oui, donc on voit ces 2 plaques à clapet par lesquelles sont reliés ces bras au lanceur, à l'étage supérieur cryotechnique. Oui. Et ils servent à alimenter en hydrogène liquide d'une part et en oxygène liquide d'autre part les réservoirs de l'ESCA et de réaliser ces compléments de plein jusqu'à la fin de cette séquence synchronisée, juste avant le décollage. Et ces 2 bras se rétracteront, vous apercevrez cela, c'est signe d'un départ imminent du lanceur Ariane 5. Alors on approche du H0, il faut savoir qu'à H0, le moteur Vulcain s'allume, mais c'est à H0 plus 7 secondes qu'avec les 2 EAP, le décollage intervient. On écoute Bruno Gilles pour l'annonce. Voilà, H-1 minute. Voilà, il vient de l'annoncer. Donc on est rentré dans la dernière minute du décompte final. Donc nous en profitons pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent en direct pour ces derniers instants de la chronologie finale. Bonjour à Astrium, à la SNECMA.
Et puis, bien sûr, à nos 2 clients qui nous reçoivent dans le Connecticut chez Lockheed Martin, au Japon évidemment, et pour SES, eh bien, ça se passe au Luxembourg, dans le château de Besdorf. Sans oublier, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent en Guyane, à Kourou, Cayenne et Sinnamary, et bien sûr tous les internautes qui nous écoutent dans le monde entier sur www.arianespace.com. On sait qu'ils sont nombreux et qu'ils sont proches des gens qui travaillent ici. Voilà, on les salue et nous allons nous taire, vous laisser profiter du spectacle. 4e lancement de l'année pour Ariane 5, avec à son bord Astra 1M, BSAT 3C, JC-SAT pour le 117. décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité 0. Allumage du moteur Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Les paramètres à bord sont normaux. Voilà, Ariane 5 a décollé et en 40 secondes, le lanceur a déjà dépassé Mach 1. La vitesse du son, une puissance phénoménale, une accélération impressionnante. 1300 tonnes de poussée en ce moment, en train de propulser Ariane 5 dans le ciel. Oui, alors que déjà au bout d'1 minute, Ariane 5 dépasse les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on aura atteint 50 km et en 3 minutes, il aura déjà atteint 100 km d'altitude. Donc 100 km, cette limite symbolique de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est déjà le vide spatial qui commence. Et nous, on entend gronder le bruit au-dessus de Jupiter. Vous voyez cette fabuleuse traînée de feu là dans le ciel noir de Kourou, poussée fulgurante grâce aux 2 étages à poudre qui assurent pratiquement 90% de la puissance du lanceur en ce début de vol. Oui, donc ces 2 étages à poudre, on l'a vu tout à l'heure, qui mesurent chacun 31 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. Ils consomment 2 tonnes de poudre par seconde et ils vont rapidement épuiser leurs 240 tonnes de poudre. On se séparera alors de ces 2 boosters une fois qu'ils seront vides et donc devenus inutiles. Alors ici, à Jupiter, eh bien, on regarde aussi la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5. Pour l'instant, tout est nominal, comme on dit, c'est-à-dire que le petit tracé d'Ariane 5 suit la courbe des références et tout se passe très bien pour notre Ariane 5 à 2 minutes après le décollage. Oui, le lanceur envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer, alors que vous voyez sur ces images que les caméras continuent à suivre le lanceur, puisque finalement, malgré cette météo un peu gênante ce soir, on peut le dire, oui, bah oui. On n'a pas de nuages qui nous permettent de le suivre. Et regardez, bientôt, on va voir les 3 points lumineux, c'est-à-dire le Vulcain au milieu, et puis regardez sur ces images de caméra embarquées, on sépare les EAP, on les éloigne avec des fusées d'éloignement. Il y a 8 fusées d'éloignement par EAP, 4 en haut, 4 en bas, très beau spectacle. Alors qu'on voit très bien sur ces images les 3 points lumineux, donc les 2 EAP, et le lanceur qui continue sa route propulsé par son moteur, le Vulcain 2, le moteur de l'étage principal cryotechnique. Prochaine étape, Julien, le largage de la coiffe. La coiffe d'Ariane, elle est là pour protéger bien évidemment les satellites en début de vol. Oui, donc comme on vous l'a dit, on est déjà, voilà, ça y est, vous le voyez en bas à gauche de l'écran, l'altitude, le grand A, on a dépassé les 100 km d'altitude. Et comme on vous le disait, il n'y a plus ni frottement ni vibration acoustique au-delà de cette altitude de 100 km. Et donc, une fois sorti de l'atmosphère, voilà, c'est annoncé, la coiffe est séparée. Une coiffe de 17 mètres de hauteur et 5 mètres 40 de diamètre. Elle est séparée en 2 demi-coiffes. Et là, voilà, on appelle ça la respiration de la coiffe qui bat dans l'espace. Ça continue. Et on a fait une sacrée cure d'amaigrissement. Oui. Voilà. Au décollage, on avait 775 tonnes. La masse après séparation des EAP, 178 tonnes et encore 2,4 tonnes perdues, près de 600 tonnes en 3 minutes. Tout de suite, des explications sur l'arrêt de la chronologie de la première tentative. C'était le 1er juillet. On retrouve Édouard Pérez et Bernard Donat. Lors de la première tentative, le décompte s'est arrêté durant la séquence synchronisée, une vanne d'alimentation de l'EPC ne s'étant pas ouverte correctement. Après investigation, il a été démontré que ce dysfonctionnement était dû à une présence d'eau dans les flexibles de l'étage principal. Ce taux d'hygrométrie élevé est incompatible du bon fonctionnement des mécanismes
présents sur les vannes et les systèmes de régulation de cet étage. Leur fonctionnement doit pouvoir avoir lieu à des températures très basses, comprises entre moins 250 à moins 269 degrés Celsius. À ces températures, l'eau est un solide très robuste et s'oppose au bon poulissement des équipages mobiles de ces systèmes. Ce taux d'hygrométrie anormalement élevé est en soi la cause principale de l'anomalie rencontrée. Suite à ce constat, nous avons été conduits à restaurer une situation cohérente avec l'application cryotechnique. Cette restauration a consisté à remettre tous les circuits cryotechniques en hélium sec avec des niveaux d'hygrométrie très faibles afin d'éviter les conséquences de dysfonctionnement des systèmes mécaniques exposés à cette ambiance. Arianespace, avec l'ESA, le CNES et les partenaires industriels, ont mis en place une task force pour résoudre le problème. Cette approche a toujours été la clé du succès du système Ariane. Les équipes ont travaillé durement 6 jours sur 7 pour remettre le lanceur dans un état tel que décrit par Edouard précédemment. Les études sont cependant en cours pour le futur. L'objectif sera d'améliorer le processus de séchage des tuyauteries et aussi de la traçabilité des opérations correspondantes. Enfin, il semble important de pouvoir mettre un contrôle indépendant du fournisseur pour détecter une anomalie sur ces tuyauteries tôt dans le cycle d'intégration. C'est grâce au travail intensif des équipes au CSG et en Europe que l'aptitude au vol du lanceur a pu être prononcée lors de la RAL, donnant le feu vert pour le lancement de ce soir. Notre plan d'action permet de reprendre une chronologie ce soir en respectant l'ensemble des conditions qui s'imposent en milieu cryotechnique, après avoir écarté toutes les causes et conséquences rencontrées le 1er juillet dernier. Alors que vous savez qu'en parallèle de ce travail intense, Arianespace élargit également sa gamme avec les 2 nouveaux lanceurs qui arrivent pour compléter, Soyouz et Vega. Une politique résumée par ce slogan, 3 lanceurs sur l'équateur, et on retrouve Louis Laurent et Jean-Max Puech. Alors depuis début 2011, Arianespace est entré de façon très concrète, de plein pied, dans l'exploitation des 3 systèmes de lancement Ariane, Soyouz et Vega. Ainsi, nos équipes opérationnelles de la division des opérations sont aujourd'hui déployées sur 3 fronts, les 3 pas de tir du centre spatial guyanais. Sur Ariane, il s'agit pour nous de continuer l'activité de préparation et d'exploitation d'Ariane. Ainsi, nous avons réalisé depuis le début de l'année 3 lancements en 3 mois. Arianespace a aussi procédé avec ses partenaires russes aux essais de qualification opérationnelle de l'ensemble de lancements. Une répétition grandeur nature avec un lanceur Soyouz de toutes les opérations d'une campagne jusqu'à la chronologie finale. La réussite de cet essai, qui a été mené au début du mois de mai, nous a permis de programmer le premier lancement de Soyouz pour le 20 octobre, dès que les satellites Galileo, qui seront nos passagers, seront disponibles en Guyane. Parallèlement, le lanceur léger Vega poursuit sa campagne de qualification sous le contrôle de l'ESA avec le savoir-faire des équipes Arianespace. Il s'agit pour nous à la fois de faire bénéficier à ce programme de l'expérience de nos équipes acquises sur le programme Ariane et d'autre part de nous familiariser avec des installations dont nous aurons la charge de l'exploitation à court terme. La réussite de cette campagne de qualification permettra de programmer le premier lancement pour la fin de l'année. D'autre part, Arianespace offre depuis longtemps à ses clients des services indispensables, notamment en matière d'assurance, un secteur clé. Pour le plus grand bénéfice de nos clients, Arianespace a tissé une relation de partenariat de long terme avec le secteur de l'assurance spatiale, sur la base d'une politique de transparence technique et de communication très développée. Ce partenariat permet d'établir une vraie relation de confiance avec la totalité des acteurs du marché de l'assurance spatiale. Arianespace offre ainsi un service unique à tous les opérateurs de satellites avec une flexibilité renforcée grâce à sa politique de gamme. Ce déploiement simultané de nos équipes opérationnelles sur les 3 sites de lancement illustre de façon très concrète la stratégie d'Arianespace. Il s'agit pour nous, au travers d'une exploitation en synergie de nos 3 systèmes de lancement, d'offrir un service de lancement unique qui soit la référence du marché. Pendant que nous regardions ce reportage, eh bien le DDO l'a annoncé, acquisition du lanceur par la station de Natal à l'extrême est du Brésil. Voilà, et
Pardon, et donc le... Image moteur deuxième étage. Ah, voilà, bah oui. on vient d'écouter J'ai le parlé DDO, sur le ça, c'est DDO un et petit peu chevauché avec le reportage. il faisait une autre annonce. Une annonce de grande importance puisque c'est la séparation de l'EPC qu'on voit sur ces images et l'allumage du moteur ESCA, donc du troisième étage. Donc on peut signaler que à cet allumage, donc l'EPC est d'abord séparé, puis des fusées d'accélération écartent l'étage supérieur de l'EPC qui lui commence à retomber et qui permettent d'allumer dans de bonnes conditions l'étage ESC, donc avec son moteur HM7B qui va maintenant pousser pendant environ 15 minutes pour emmener notre ensemble sur l'orbite de transfert géostationnaire. Alors, notre passager en position haute, vous le savez, c'est Astra 1N. Véronique Loisel et Richard Starskoff évoquent pour nous tout de suite la relation fructueuse qui s'est établie entre les deux sociétés. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous avons débuté la préparation d'Astra 1N avec les équipes projet SES et Astrium. Le satellite Astra 1N doit effectuer un remplacement des moyens disponibles sur la position orbitale 19,2 degrés Est. C'est depuis cette position qu'Astra opère son service de télévision directe. Il commencera sa mission sur la position orbitale de 28,2 degrés Est jusqu'à ce qu'un satellite soit en mesure de venir le remplacer. Sur cette position, il desservira les îles britanniques, là encore pour un service de télévision directe. Il devrait démarrer son activité vers la mi-septembre. La collaboration mise en place date de plus de 25 ans et représente à ce jour un total de 33 satellites lancés. Les experts d'Arianespace sont présents pour répondre à toutes nos questions sur la préparation du lanceur. Ils possèdent un grand savoir-faire et sont réellement très disponibles. Pour nous, c'est vraiment très important. Nous avons également avec nous les équipes d'Astrium, le constructeur de notre satellite. Ils sont également très compétents et transparents. Nous sommes heureux de constater que cette coopération est toujours d'actualité entre la signature récente du contrat de lancement d'Astra 5B, l'arrivée prochaine du satellite SES-2 sur le sol guyanais et bien sûr le lancement de ce soir. Durant cette campagne, il y a eu un événement très spécial concernant la signature de la coiffe du lanceur. Nous y trouvons le logo Astra, le logo Astrium, mais aussi le logo de Bild, un grand quotidien allemand. Bild nous aide à promouvoir la télévision numérique auprès des utilisateurs de la télévision analogique. Et précisons d'ailleurs qu'Astra 1N est le 34e satellite lancé par Arianespace pour SES, ce géant des télécommunications. Signalons d'ailleurs qu'au-delà du lancement de ce soir, de nouveaux contrats sont déjà signés entre SES et Arianespace dans le cadre du Multi-Launch Agreement signé entre ces deux sociétés. Alors, tout de suite, nous allons repartir en reportage avec un film en musique qui présente en accéléré quelques étapes de la fabrication d'Astra 1N. Voici dans quelque sorte 2 années de travail résumées en 2 minutes.
Et nous revoilà en direct. Et pendant que nous regardions ce reportage, c'est maintenant la station d'Ascension qui a acquis le lanceur. Donc tout va très vite. Le lanceur est Mais tout maintenant... va très bien. Mais tout va très bien, exactement. C'est maintenant le lanceur, la station d'Ascension qui voit le lanceur. Donc Ascension, une toute petite île au milieu de l'océan Atlantique qui permet de faire le lien entre l'Amérique et l'Afrique. Tout de suite, nous allons écouter le directeur technique de SES Astra. Il s'appelle Martin Halliwell. Nous avons d'excellentes relations avec Arianespace. Nous travaillons avec Arianespace depuis le tout premier lancement de notre satellite, JC Astra 1A. Et depuis, nous avons fait un véritable sans faute. Nous travaillons dans le cadre d'un contrat de lancement multiple. Arianespace est un partenaire de longue date pour nous et nous espérons que cela se poursuivra dans un avenir proche. Astra 1N est un satellite tout à fait intéressant. C'est un satellite européen construit par Astrium. Nous faisons appel à un lanceur européen. Aujourd'hui, quelques informations. La masse au décollage du satellite est d'environ 5,3 tonnes. Et il faut compter environ 2 tonnes de carburant pour sa mise en orbite géostationnaire. La masse finale, une fois en orbite, sera de 2370 kg environ. Nous parlons d'une vie opérationnelle d'environ 16,1 années. Nous avons 62 répéteurs en bande KU installés, dont 52 seront actifs en début de vie. Et les panneaux solaires produisent une puissance électrique de 13,5 kW. Arianespace offre une gamme de lanceurs extrêmement fiables et très souples également, qui permettent de lancer aussi bien des petits satellites que des moyens. Et puis le lanceur russe Soyouz va ajouter à la flexibilité de la gamme et nous pensons peut-être l'utiliser à l'avenir. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé à la préparation de cette émission. Je remercie Arianespace pour ses efforts. Je remercie également l'équipe de SES à Toulouse qui a travaillé très dur pour assurer ce lancement. Merci beaucoup à toutes ces équipes. Et comme vous le disait Pierre, tout va très vite et tout va très bien, puisque vous le voyez sur les écrans, le lanceur est déjà à 175 km d'altitude et plus de 8 km par seconde. Oui, alors on va passer maintenant à notre deuxième passager. On peut noter que le contrat est passé entre Arianespace et Lockheed Martin, car Lockheed Martin délivre un service clé en main aux deux opérateurs japonais, BSAT et JCSat, qui se partagent ce satellite, et c'est donc Lockheed Martin qui s'occupe pour les deux opérateurs de la fabrication, du lancement et de la mise en œuvre du satellite. Oui, donc un contrat complètement géré par Lockheed Martin. Alors que nous allons maintenant découvrir un petit reportage qui nous présente justement ce satellite BSAT-3C JC710R. Il s'agit de notre deuxième passager embarqué en position basse. BSAT-3C JC710R est un contrat clé en main de Lockheed Martin pour le compte de BSAT et SkyPerfect JSAT. BSAT-3C JC710R est un peu unique. Comme son nom l'indique, deux clients se partagent ce satellite. Lockheed Martin apprécie le privilège de pouvoir travailler avec ses deux clients expérimentés. Ils sont présents dans le secteur des satellites depuis de nombreuses années. C'est un énorme avantage d'avoir pu bénéficier des ressources des trois groupes pour développer et livrer ce satellite qui sera 100% opérationnel une fois en orbite. Lockheed Martin a confié le lancement à Arianespace et livrera le satellite à BSAT et SkyPerfect JSAT une fois qu'il sera sur son orbite finale. Le record de succès détenu par Arianespace avec Ariane 5 est sans égal. Au final, tout l'effort fourni pour fabriquer un satellite serait inutile si ce dernier n'était pas placé parfaitement sur son orbite. Arianespace a lancé 41 satellites construits par Lockheed Martin, 16 satellites pour SkyPerfect JSAT et tous les satellites de BSAT. Nous adaptons nos services aux besoins de nos clients grâce à l'expérience acquise lors des lancements précédents. Ariane 5 est maintenant en visibilité de Libreville, sur la côte ouest de l'Afrique au Gabon. Sur la courbe prévisionnelle, vous voyez qu'Ariane 5 est passé par une phase où son altitude n'a plus augmenté, mais c'était pour pouvoir gagner encore plus de vitesse. Oui, effectivement, parce que vous voyez qu'effectivement on est à
239 km maintenant, donc on n'a pas tant augmenté que ça par rapport aux 100 km dont vous parlez au bout de 3 minutes. Et en altitude, oui, En revanche, on est déjà à 8,6 km par seconde, donc on va pouvoir maintenant augmenter très fortement en altitude, puisque à la fin de la mission du HM7B, le moteur de l'ESCA, on se retrouvera à 660 km d'altitude. Tout de suite, un film sur Lockheed Martin qui nous décrit la plateforme et l'architecture du satellite en position basse. Lockheed Martin is proud to partner with our customers, BSAT Corporation and Sky Perfect JSAT Corporation, to deliver the BSAT 3C JCSat 110R broadcasting and telecommunications satellite. Based on the award-winning A2100 satellite, BSAT 3C JCSat 110R will operate at 110 degrees east and has a design life of 15 years. BSAT 3C JCSat 110R's two independent Ku-band payloads incorporate 12 direct broadcast channels and 12 FSS direct-to-home channels with uplink and downlink coverage over Japan. BSAT 3C JCSat 110R is the 38th of Lockheed Martin's award-winning A2100 series of commercial spacecraft delivered to satellite operators around the world. The A2100 spacecraft's modular and scalable design accommodates a large range of communication payloads. Its designed-in modularity enables the A2100 spacecraft to also support medium Earth orbit navigation missions and geostationary Earth orbit-based Earth observing missions. Lockheed Martin provides the best overall value for our customers' investments in satellite broadcasting systems, satellite communication systems, and support services. Throughout our more than half-a-century track record of excellence in space, our customers have come to recognize us for superior technical capabilities, design and engineering, manufacturing, operations, support, and problem solving. Lockheed Martin's A2100 satellite is the product of choice when considering reliability, performance, and credible price and delivery schedule. It has the lowest total cost of ownership based on satellite cost, insurance, and operational costs, and has a highly reliable, proven record of success. Ariane Espace qui connaît très bien les opérateurs de satellites japonais, et puis ces opérateurs, on peut le rappeler, ont un rôle important dans toutes les situations d'urgence. On l'a vu récemment à Fukushima, effectivement, lorsque les liaisons terrestres sont interrompues, eh bien seules les communications par satellite permettent de maintenir le contact et de faire circuler l'information. Mais tout de suite, on peut faire un court récapitulatif justement sur les relations d'Ariane Espace avec nos amis japonais. Oui, effectivement, il y a déjà eu 25 satellites lancés par Ariane Espace pour des opérateurs japonais. On peut faire un bref historique des derniers lancements. Donc BSAT 3A en 2007, BSAT 3B en 2010, donc pour le compte de BSAT, et pour le compte de Sky Perfect GCSat 110 en 2009, et GCSat 13 pour un lancement à venir très prochainement. Alors tout de suite, on va rejoindre le responsable du bureau Ariane à Tokyo. Il s'appelle Kiyoshi Takamatsu. Cette année 2011 marque le 25e anniversaire du bureau Ariane Espace à Tokyo. Il a été inauguré en 1986. 3 ans plus tard, Ariane Espace lançait le premier satellite commercial de télécommunications pour le Japon, JCSat 1. Par la suite, grâce au partenariat établi avec nos clients et amis japonais, nous pouvons dire que nous avons vraiment réussi au Japon. Notre part de marché s'élève à 75%. Le Japon est important pour Ariane Espace. Notre bureau à Tokyo continue à être actif pour développer nos relations avec nos partenaires et amis. BSAT 3C JCSat 110R est un satellite partagé par nos 2 clients les plus importants au Japon. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de lancer un satellite d'une telle importance à l'occasion du 25e anniversaire de l'ouverture du bureau Ariane Espace à Tokyo. Alors que vous le voyez, nous sommes toujours dans la phase de propulsion ESC, et pendant ce film, c'est la station de Malindi au Kenya qui a acquis le lanceur. Donc le lanceur qui est maintenant en train de survoler le continent africain d'ouest en est, ce survol va être très rapide puisque 5 minutes environ
pour survoler l'Afrique. Et c'est d'ailleurs depuis Malindi que l'on observera les prochains éléments cruciaux de cette mission. Donc tout d'abord l'extinction de l'ESA, puis évidemment les séparations de nos 2 satellites. Alors rappelons au passage qu'il y a quelques mois, Ariane 5 a quand même établi un nouveau record de masse satellisée avec plus de 10 tonnes placées sur l'orbite de transfert géostationnaire. Entre-temps, il y a eu la réussite de la mission vol 202 et ce succès a porté à 45 le nombre de succès d'affilée pour Ariane 5. Pierre, le DDO vient de l'annoncer, l'extinction de l'ESCA sur commande du guidage. Donc voilà, l'ESCA a fini sa mission, son vol propulsé. Vous le voyez sur les images, le moteur s'est éteint. Et c'est maintenant le début de la phase balistique puisqu'on est désormais sur l'orbite de transfert géostationnaire. Voilà, le DDO vient l'annoncer, on va s'orienter au profit du premier passager. Mais voici un reportage justement sur la mise à poste et les opérations qui vont intervenir sur ce satellite dans les prochaines semaines. Immédiatement après la séparation du satellite et du lanceur, un certain nombre d'étapes doivent être réalisées. D'abord, il y a l'acquisition du signal du satellite, l'initialisation des systèmes de propulsion. Très rapidement après, les opérations de rehaussement d'orbite pendant 6 jours, soit 4 allumages de moteurs d'apogée pour circulariser l'orbite. Puis immédiatement ensuite, le déploiement des panneaux solaires et des réflecteurs d'antenne. Les tests de la plateforme vont commencer tout de suite après, la plateforme que certains appellent le bus. Ensuite, les tests des antennes, le test des répéteurs également se déroulent environ le mois suivant. Et ensuite, il nous faudra repositionner le satellite sur sa longitude d'exploitation définitive, c'est-à-dire 28,2 degrés longitude est. Donc voici les principales étapes qui doivent être entreprises après la séparation. En phase balistique, eh bien, nous sommes avec nos satellites bien arrimés au lanceur. Il n'est plus composé, ce lanceur Ariane 5, que de l'étage supérieur et de la case à équipement. Oui, alors que les 2 satellites sont posés sur leurs adaptateurs, ils sont maintenus sur ces adaptateurs par une sangle, et c'est un système pyrotechnique qui viendra relâcher la sangle afin de libérer le satellite de son adaptateur, et ceux-ci sont posés sur des ressorts, donc le nombre peut varier d'un satellite à l'autre, et ce sont ces ressorts qui, une fois libérés, vont pouvoir tout simplement se déployer et éjecter le satellite pour l'éloigner de son adaptateur. Voilà, eh bien les ressorts ont poussé et regardez, Astra 1 prend sa vie dans l'espace. Toute la fiabilité du système de séparation finalement réside dans sa simplicité. Et ça marche, la preuve. Voilà, le satellite Astra 1 est en train de prendre sa vie dans l'espace. Bien évidemment, nos clients sont ravis, mais ici à Jupiter, on se prépare à la séparation du deuxième passager, Julien. Et effectivement, la prochaine étape importante est tout d'abord la séparation du SILDA, puis la séparation du deuxième passager, BSAT-3C, JCSAT-110R. Alors, on est parti depuis cette séparation, là, pratiquement tout de suite après, dans une autre phase d'orientation qui va nous permettre, vous le disiez, de séparer le SILDA, et cela doit s'effectuer effectivement dans une direction qui va l'éloigner des autres corps, bien évidemment. Alors, tout de suite, on voit sur le périmètre extérieur du lanceur le système SCAR, donc c'est le système de contrôle d'attitude des 2 roulis. Quelques explications. Oui, effectivement, Pierre, on voit sur ces images les petits jets blancs intermittents en bas du lanceur, en bas de l'ESCA. Donc ce sont en fait des jets de 12 tuyères alimentées par de l'hydrogène gazeux et 2 tuyères alimentées par de l'oxygène gazeux. Et donc ce système SCAR permet de réaliser n'importe quelle manœuvre autour de n'importe quel axe de l'ensemble, lanceur plus satellite. Et donc ces manœuvres sont commandées par l'ordinateur de bord. Et on voit ces petits flashs intermittents, on a vu, qui déterminent effectivement cette orientation de notre lanceur ou de ce qu'il en reste. Alors, cette gestion de tuyères, en ce moment, eh bien, elle va permettre de séparer le SILDA, mais tout de suite, je vous propose de retrouver un film sur la société BSAT, un film en langue anglaise. Broadcasting satellites are controlled from the ground at the main control center in Kawaguchi City, Saitama, and from the backup control station in Kimitsu City, Chiba. Satellites are controlled 24 hours a day. To
maintain stable reception of airwaves, operators control the satellites and their orbital positions through continuous observation. The program signals sent from program supplying broadcasters are transmitted to our broadcasting satellites from our uplink center. The uplink centers are located in Shibuya, Tokyo, and Shobumachi in Saitama Prefecture, 50 kilometers from Shibuya. In the event of signal level attenuation by heavy rain, it is possible to instantly switch operation from one center to the other. These satellites will enable us to increase the number of channels and to conduct experiments on superior technologies. True to our motto of safety and reliability, through the cooperation with our program supplying broadcasters, we at BSAT, the Broadcasting Satellite System Corporation, will continue our efforts and investments for the future growth of BS Broadcasting. Voilà, retour au direct avec ces images à Jupiter. On va évoquer le rôle de la case à équipement qui se trouve juste au-dessus de cet étage supérieur d'Ariane 5. Case à équipement qui est un anneau cylindrique et qui contient des équipements électriques nécessaires au contrôle de vol et à la gestion des fonctions embarquées, notamment 2 ordinateurs, 2 centrales inertielles et puis les unités centrales pour la télémesure. Oui, et donc ce sont tous ces moyens qui permettent aux lanceurs de réaliser toutes ces manœuvres de façon entièrement autonome, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, dans la séquence synchronisée, il est devenu autonome, et depuis son décollage, il réalise tout seul, de façon complètement autonome. Il n'y a pas d'opérateur au sol en train de le piloter avec son joystick. On ne fait que surveiller ses agissements et tout ce qui se passe au niveau de sa trajectoire et son pilotage depuis le sol. Donc ainsi, l'ordinateur de bord dispose de toutes les données, c'est la navigation, guidage, pilotage. On va découvrir maintenant, tout ça va très vite, le deuxième opérateur du satellite, Sky Perfect GSAT. 400 years after Galileo first turned his telescope toward the heavens, a new group of people filled with the same pioneer spirit also have their eyes on the skies. Their name is Sky Perfect JSAT. For all the things that make life special, Sky Perfect JSAT is determined to pioneer the future of broadcasting and communications. Sky Perfect JSAT is the world's 5th largest satellite communications provider in terms of sales. Japan's only satellite communications operator, Sky Perfect JSAT has a fleet of 12 satellites, making the company the largest satellite operator in Asia. In addition to Japan, Asia, and Oceania, a partnership with Intelsat enables Sky Perfect JSAT to cover Hawaii and all of North America, providing these regions with a broad selection of satellite communication services. Our satellite communications network is used not only for broadcasting Sky Perfect TV services, but also for sending and relaying video signals on behalf of terrestrial broadcasting stations and much more. From emergency backup links to disaster readiness and crisis management data infrastructure, we also offer a multitude of special applications that maximize the advantages of satellite communications. These services support people in a myriad of ways, bringing value down to earth. We are Sky Perfect JSAT Corporation. À l'heure actuelle, Ariane 5 est au-dessus de l'océan Indien et là-bas, le jour s'apprête à se lever. On va tout de suite dire, Julien, que les satellites embarqués, ce sont eux qui imposent aux lanceurs et donc à notre Ariane 5 des contraintes liées à leur début de vie dans l'espace. Oui, effectivement, rappelons que dans l'espace, un objet exposé au Soleil sera soumis à une chaleur très intense. Quand sa face opposée, qui elle sera à l'ombre, sera très froide. Il est ainsi souvent primordial pour les satellites que la plupart du trajet, donc depuis le décollage jusqu'à la séparation du satellite, se fasse dans l'obscurité, c'est-à-dire en éclipse. En éclipse terrienne, c'est-à-dire à l'ombre de la Terre, pratiquement. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que la Terre va cacher le Soleil, le satellite va être caché dans l'ombre de la Terre.
Donc d'autre part, les satellites, une fois séparés, auront besoin de recharger leur batterie très rapidement à l'aide de leurs panneaux solaires, et pour ça, ils ont besoin de voir le Soleil. Donc pour gérer toutes ces contraintes, c'est comme ça qu'on détermine l'heure de tir qui va être optimale par rapport à la position des satellites durant leur trajet et après leur séparation par rapport à la Terre et au Soleil. Eh oui, c'est une précision bienvenue, mais tout de suite, on retrouve le directeur de mission pour notre deuxième passager. Après la séparation, le satellite est acquis par la station Sol. Nous faisons ensuite un certain nombre de manœuvres de rehaussement d'orbite pour placer leur satellite en orbite géostationnaire. Après une série de tests en orbite pour vérifier le bon fonctionnement du satellite, nous remettons officiellement le contrôle des opérations au client. C'est toujours une très bonne expérience de travailler avec Arianespace et le CNES, mais en l'occurrence, cette campagne-ci de préparation du satellite en S5 a été particulièrement réussie. Vous suivez avec nous et en direct le vol 203 d'Ariane qui a décollé depuis plus de 35 minutes. Tout se passe bien et puisque nous venons d'écouter le DMS que l'on voit à l'écran, rappelons qu'au moment de la séparation de BSAT-3C JCSat-110R, le lanceur va atteindre l'altitude de 3403 km et sa vitesse sera alors de 8,2 km par seconde. Oui, tout à fait. Et vous le voyez sur les images, le lanceur est effectivement en train de bouger, puisque, rappelons-le, ces images 3D représentent ce qui se passe actuellement et réellement en orbite. Elles sont conformes au véritable programme de vol, tout à fait. Et donc, il est en train de s'orienter pour pouvoir séparer le SILDA, donc dans l'orientation requise pour la séparation du SILDA. Donc, une fois séparé ce SILDA, BSAT-3C pourra ensuite être séparé, et une fois séparé, lui-même aura une durée de vie de plus de 16 ans en orbite. Alors tout de suite, on peut dire que ce satellite, ce sera un bel oiseau avec son envergure de 18 mètres 9, une fois ses panneaux solaires déployés. Il couvrira l'ensemble de l'archipel japonais. Et le prochain événement, vous l'avez dit, c'est la séparation du SILDA. On le voit à l'écran, ce SILDA, c'est une structure noire en carbone qui permet d'isoler nos deux passagers, qui permet d'effectuer les lancements doubles, on l'a déjà dit. Et le SILDA, c'est masculin, puisque c'est l'acronyme du système de lancement double Ariane. Oui, alors que vous voyez le... Séparation du système de lancement double Ariane. Voilà, on vient d'entendre le DDO l'annoncer. Pour une fois, on l'a entendu clairement. Voilà, Julien. exactement. Pierre, pour une fois, vous ne parliez pas en même temps que lui. C'est quand même pratique pour entendre ces annonces. Et donc, vous voyez sur les images, donc pile à l'heure, la séparation du SILDA à l'aide en fait d'un cordon pyrotechnique qui se trouve à la base du SILDA. Donc, sa partie supérieure est séparée, éjectée par 8 ressorts. Et bien évidemment, tout est prévu pour que la partie supérieure du SILDA évite soigneusement le satellite qui se trouve caché en dessous, donc BSAT-3C, JCSat-110R. Une question, Julien. Pourquoi, sur cette mission, particulièrement sur ce vol 203, pourquoi tant de temps, j'allais dire, puisque ça fait presque 10 minutes, on va dire, que notre premier passager a été libéré? Oui, effectivement, c'est un petit peu plus long que d'habitude sur cette mission, puisque finalement, nos deux satellites, ce soir, ont des contraintes plutôt opposées, puisque BSAT-3C nous demande de le séparer plutôt en dessous de l'orbite, de son orbite de transfert géostationnaire, alors qu'Astra 1N voulait être positionné légèrement au-dessus. Donc, pour réaliser ces manœuvres et positionner et orienter les satellites selon leurs demandes, l'ESC a besoin d'un petit peu plus de temps que d'habitude. Forcément, j'allais dire, oui. Voilà, effectivement, pour pouvoir répondre à ces deux demandes plutôt contradictoires. Oui, c'est des demandes très différentes. Là encore, d'ailleurs, c'est une véritable force d'Ariane 5 qui peut pratiquement s'adapter à toutes les demandes en matière d'orbite, en matière de satellisation. On le voit. Voilà, ça y est, je parlais de la flexibilité remarquable d'Ariane 5. Eh bien, la mission est 100% réussie. Voilà, vous voyez la satisfaction effectivement de tous nos clients. Donc les deux satellites sont maintenant séparés, ils vont pouvoir démarrer leur vie en orbite et donc c'est, vous voyez sur les images, donc les équipes d'Astra avec leurs chapeaux. Ils ont sorti les canotiers là. Exactement, pour manifester leur joie pour cette mission réussie. Ils sont heureux. Enfin, en tout cas, encore un succès pour Arianespace avec ce 59e lancement d'une Ariane 5. C'est le 45e succès d'affilée quand même. Oui, 45e succès d'affilée. Et on peut d'ailleurs dire bravo à tous les acteurs de ce vol, parce que si on en a au 45e succès d'affilée, c'est effectivement grâce à l'implication de toutes les équipes qui ont travaillé
d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs mois, Oui, puisque c'est vrai. effectivement cette campagne a duré un peu plus longtemps que prévu, comme vous l'a dit Bernard Donat tout à l'heure. Les équipes ont travaillé 6 jours sur 7 depuis un mois, depuis l'arrêt de chronologie il y a un mois, mais c'est récompensé aujourd'hui avec ce succès et c'était pas pour rien. Oui, on remercie bien évidemment nos clients pour la confiance qu'ils ont accordée à Ariane 5 ce soir. On peut le dire encore une fois, ils ont eu raison de choisir Ariane. Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes, puisque les satellites à l'heure actuelle, les satellites lancés par Ariane Espace représentent plus de la moitié des satellites commerciaux en activité. On va peut-être revoir les images du lancement de tout à l'heure. C'était de belles images. Ça va très vite et c'était la nuit avec ce petit décalage dans l'heure du H0. C'était à 19h52 et 30 secondes heure de Kourou. Voilà, donc la météo qui a été un petit peu capricieuse et qui fait que nous avons ces images de nuit. Nous avons failli avoir un lancement avec encore un peu de lumière du jour qui donne toujours des très belles images. Mais bon, l'essentiel c'est que ce soit... Mais on a eu nos 3 points lumineux, on a bien vu la séparation des 2 étages à poudre et on a pu suivre notre lanceur car en fait il n'y avait pas de plafond nuageux qui nous l'a caché. Mais effectivement c'était un lancement de nuit à cette heure-là. Regardez ces belles images, une traînée toujours impressionnante quand il fait nuit ici en Guyane, puisqu'on c'est pratiquement tout ce qu'on voit à l'œil nu et avec les caméras également. Alors qu'à Jupiter, eh bien, on s'embrasse, voilà, et on a bien raison. Le succès était là. Tout de suite, on retrouve Jean-Yves Le Gall. Bonsoir. Eh bien, comme vous venez de le voir, ce 59e lancement d'Ariane 5, qui est aussi son 45e succès d'affilée, vient de placer en orbite de transfert géostationnaire Astra 1N et BSAT 3C JCSat 110R et naturellement je m'en réjouis. Je vais tout d'abord m'adresser à nos clients. Ce lancement intervient avec 5 semaines de retard par rapport à ce qui était prévu. Une fois encore, je m'en excuse. Je peux quand même vous assurer que nous avons pris toutes les mesures pour qu'à l'avenir, cette situation ne se reproduise plus. Naturellement, je sais que vous nous jugerez sur nos résultats. Cela dit, le parfait déroulement de ce lancement montre clairement que face aux difficultés que nous avons rencontrées le mois dernier, nous avons fait exactement ce qu'il y avait à faire et je veux donc vous remercier très chaleureusement pour la confiance que vous nous avez témoignée au cours de la période écoulée. Donc Astra 1N, il s'agit du 11e satellite lancé par Ariane Espace pour SAS Astra et du 34e satellite qui nous est confié par le groupe SES, auquel je souhaite dire que nous sommes particulièrement fiers de la fidélité qui nous est ainsi témoignée depuis plus de 20 ans. Je tiens en particulier à remercier mon ami M. Martin Halliwell et l'ensemble de ses collaborateurs pour nous faire durablement confiance pour le déploiement de leur flotte de satellites. Je souhaite aussi remercier, bien sûr, les équipes d'Astrium qui ont construit ce satellite. Pour BSAT 3C JCSat 110R, il s'agit lui du 41e satellite construit par Lockheed Martin Commercial Satellite System et confié à Ariane Espace pour le compte de BSAT et de SkyPerfect GSAT. Je veux donc dire à mes amis, messieurs Joe Rickers, Kazuo Takenaka et Shigeki Nishiyama, à quel point nous apprécions la confiance qu'ils nous ont une fois encore renouvelée. Vous le savez, le Japon est l'un des partenaires majeurs de notre société. Sur un total de 36 satellites japonais dont le lancement était ouvert à la compétition, nous avons signé 27 contrats. Depuis quelques années, nous avons au Japon une part de marché de 100%. Ce soir, vous avez été très nombreux à partager avec nous ce nouveau succès d'Ariane 5. Et je tiens à vous remercier, vous qui nous avez suivis à Évry, Luxembourg, Toulouse, Tokyo, Newtown, Barcelone et partout ailleurs dans le monde. Depuis le début de l'année, Ariane Espace a lancé un ATV vers la Station spatiale internationale, 6 satellites de télécommunication et 6 satellites pour une constellation. Cela montre, je crois qu'on peut dire clairement,
que cette année encore, nous faisons la course en tête parce que j'ai compté que seulement 2 autres satellites ont été lancés par nos concurrents depuis le début de l'année et encore l'un d'entre eux, à ma connaissance, n'est pas arrivé intact en orbite. Et les succès comme celui de ce soir, eh bien, je peux vous le dire, ils vont continuer puisque nous avons encore dans notre carnet de commandes 18 lancements d'Ariane 5 auxquels il faut ajouter 17 lancements de Soyouz et les futurs lancements de Vega. Je souhaite donc rendre hommage à tous ceux qui contribuent à cette réussite, l'Agence spatiale européenne et ses États membres, le CNES en métropole comme en Guyane et en particulier les personnes qui suivent ici la météorologie. Une fois encore aujourd'hui, nous en donner un exemple de la finesse avec laquelle elles permettent de prendre des décisions et c'est tout à fait remarquable. L'ensemble de nos partenaires industriels et bien sûr l'équipe opérationnelle d'Ariane Espace. Vous tous, dans l'adversité, vous avez fait un travail dont je crois qu'on peut dire qu'il est formidable. Voilà ce que je voulais dire et donc sans plus tarder, je passe la parole à nos clients. Pour Astra en N, M. Martin Halliwell et pour BSAT 3C JC710R, M. Joe Rickers, Kazuo Takenaka et Shigeki Nishiyama. Merci. Qu'est-ce que je fais? Je le garde mon chapeau ou pas? C'est une petite tradition qu'on a chez nous. D'abord, je vous souhaite le bonsoir. Je vais saisir cette occasion pour remercier les le CNES et M. Le Gall en particulier, ainsi que toutes les équipes d'Ariane Espace qui ont amené à ce lancement réussi. Merci également aux équipes d'Astrium qui travaillent dans l'Europe entière pour la construction du satellite, cette fois-ci Astra AN. Je remercie également tous ceux qui ont suivi l'approvisionnement de Astra AN au cours des 2 ans et demi qui viennent de s'écouler. Il s'agit d'un satellite qui est pour nous très important. Il va être utilisé pour fonctionner à 19 degrés 2 Est et il va donc rejoindre 5 autres satellites qui y sont déjà. C'est le premier de 6 satellites que nous allons lancer, construit par Astrium. Il y aura de E, de F, de G, 5B et SES-8. Donc, il y a du pain sur la planche. Un petit mot personnel, ça fait 20 ans que je suis venu pour la première fois à Kourou, c'était pour Astra 1B. Beaucoup de choses ont changé ici, dans l'industrie du spatial et dans le monde entier. Malgré tout, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'excellence, la compétence et la passion que l'on trouve chez Ariane Espace et ses partenaires. Donc je vous en prie, continuez dans cette même voie pour au moins 20 ans encore. Enfin, et je vais arrêter là parce que je n'aime pas les grands discours, enfin, je voudrais souhaiter bonne chance à Ariane Espace pour les lancements à venir. Bonne chance à BSAT 3C JC710R qui est notre copassager. Merci à tous. Boy, a big thank you. Un grand merci. Personnellement, je voudrais remercier Ariane Espace, ainsi que l'ESA, le CNES et tous ceux qui ont travaillé ici au CSG pour nous amener à ce succès. Je dois dire que d'habitude, j'ai déjà un petit peu des papillons dans l'estomac, mais cette fois-ci, je n'ai plus d'ongles tellement je les ai rangés. Je crois que vraiment, ça a été tout à fait extraordinaire que de coopérer avec Ariane Espace pour résoudre tous les problèmes qui se sont posés. L'attitude d'Ariane Espace a été d'assurer la plus grande transparence possible, de résoudre les problèmes malgré toutes les difficultés. Merci également à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Vous êtes aussi très nombreux sur Internet et je vous salue, à vous tous qui avez voulu suivre ce lancement sur Internet ou ailleurs. Bienvenue à tout le monde. On n'est pas forcément dans le même fuseau horaire, mais je voudrais remercier donc tous ceux qui nous suivent, en particulier tous ceux qui sont aux États-Unis et qui ont beaucoup travaillé pour construire le satellite. Nous allons procéder à nos manœuvres de rehaussement d'orbite dans les quelques semaines à venir. Il y en aura 5, puis on va déployer les différentes antennes et panneaux. Et mi-septembre, nous allons transférer le satellite entre les mains de nos 2 clients.
Je voudrais remercier M. Kanaka. Merci pour tout le partenariat que vous avez bien voulu assurer avec nous. Ça a été un vrai plaisir de travailler ensemble. Nous sommes absolument certains que nous allons vous remettre un satellite en parfaite santé en septembre. Merci, ce lancement a été extraordinaire à tous les sens du terme, très spectaculaire, et c'est vraiment extraordinaire de voir s'élancer le lanceur dans la nuit. Merci. D'abord, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tout le personnel d'Astra pour ce grand succès. C'est un immense plaisir pour moi que d'être venu ici à Kourou pour vivre ce moment tout à fait extraordinaire avec nos partenaires, y compris nos partenaires de GSAT. Alors, je voudrais dire combien j'apprécie tout le travail effectué par M. Le Gall et par sa société, par Arianespace. Le travail assuré est extraordinairement professionnel, ce qui, bien sûr, est très important pour assurer un succès. J'étais très impressionné par la compétence des équipes qui travaillent ici. Et d'ailleurs, je ne peux que redire ce qui a déjà été dit pour le lancement précédent de BSAT 3B en octobre dernier. Et je dois dire que nous continuons d'être assez épatés par le professionnalisme des équipes que l'on rencontre ici. J'ai vraiment beaucoup apprécié le travail des équipes d'Ariane. Merci à vous. Merci également à Joe Rickers. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour amener à ce succès chez Lockheed Martin. Et je le remercie pour la qualité de tous les satellites de la série des BSAT 3 qu'ils nous ont fournis. Le 11 mars, vous le savez, notre pays a été frappé par une catastrophe terrible. Notre peuple continue de souffrir terriblement des suites de ce tsunami. C'est une véritable catastrophe naturelle. Des dommages énormes ont été causés, et il y a eu bien sûr la centrale nucléaire. Mais ça n'est pas tout. Il est très difficile d'obtenir aujourd'hui des informations. Le flux d'informations est difficile à assurer. Or, il est très important d'obtenir ces informations dans une situation aussi critique. Le satellite qui vient d'être lancé ce soir est très important et l'événement auquel nous venons d'assister est extrêmement important également pour notre pays. Ainsi, des millions de personnes vont pouvoir profiter de communications de meilleure qualité. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé très dur pour rendre ce succès possible et aussi remercier tous ceux qui travaillent au rétablissement d'une meilleure situation après la catastrophe qui nous a touchés. En conclusion, je voudrais remercier de nouveau tous ceux qui ont participé à ce succès. Et je voudrais remercier la Guyane française aussi. C'est grâce à la Guyane aussi que ce lancement a pu avoir lieu. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais moi aussi féliciter tout un chacun. Voilà bien longtemps que j'attends ce lancement, plus d'1 mois.
Et j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'être de nouveau parmi vous ce soir pour assister à ce succès. JCSat 110R est maintenant dans les airs. Et je voudrais remercier M. Legal, Arianespace et tous ses partenaires. Ils ont en effet énormément travaillé pour rendre ce lancement possible aujourd'hui. Par ailleurs, c'est loin d'être le premier lancement qu'ils font pour nous. Mais je dois dire que ce que j'ai vécu aujourd'hui et ces derniers temps, ça a été une expérience extraordinaire et toute nouvelle pour moi. Par ailleurs, je remercie aussi M. Rickers, remercie Lockheed Martin, le constructeur du satellite. Ils ont passé des mois à travailler très dur pour nous livrer ce satellite dans de bonnes conditions et dans les temps. Nous avons une flotte importante déjà. Ce satellite vient s'ajouter à notre flotte. Et nous attendons le transfert du satellite qui doit intervenir dans quelque temps. Je voudrais également remercier mes collègues de BESAT. Ils ont également beaucoup travaillé pour faire progresser ce projet commun. Et puis, nous sommes heureux de partager ce grand bonheur avec SES. Leur satellite ayant été notre copassager sur le lanceur Ariane 5. Depuis le 11 mars, il est vrai que notre pays se trouve dans une situation extrêmement difficile suite au tremblement de terre au tsunami. Vous savez que le Japon a été dévasté. Évidemment, les victimes ne pourront pas bénéficier du lancement de ce soir, mais ceux qui ont survécu pourront bénéficier de meilleures communications. Dès le départ, nous avons voulu apporter notre contribution au service de diffusion grâce à notre flotte de satellites. Et nous avons une société qui a plus de 700 000 abonnés. Et il est très important de passer au satellitaire puisqu'on ne peut plus pratiquement s'en passer. C'est la source d'information ou le vecteur d'information le plus important aujourd'hui. Et la situation a évolué depuis 2008. Je dois dire que le projet a été un peu difficile au départ, mais que c'est grâce au travail de chacun et au lanceur Ariane 5 que nous sommes arrivés à obtenir ce succès. Le transfert du satellite se fera en temps voulu vis-à-vis des opérateurs commerciaux. Et je voudrais vous remercier une fois de plus de nous avoir permis de partager cette grande joie avec vous ce soir. Je vous remercie. Donc, M. Halliwell vous a dit qu'il y avait 20 ans qu'il était venu en Guyane et que c'était toujours un plaisir de venir. Eh bien, moi, il y a 25 ans que la première fois que je suis venu et j'ai toujours autant de plaisir à venir depuis en Guyane. Et donc, je reviendrai avec plaisir le mois prochain puisque notre prochain lancement d'Ariane 5 aura lieu le 9 septembre avec encore un satellite du groupe SES. Je dis que c'était l'un de nos meilleurs clients, donc SES-2, et puis un satellite pour Arabsat 5C. J'en profite pour saluer mon ami Khaled Bailkeyour qui, j'en suis certain, en dépit de leur avancée, nous suit depuis Riyad. Voilà, donc prochain lancement, 9 septembre. D'ici là, merci.
Bonsoir. Le prochain, donc, ça sera le 60e. Voilà. Bonsoir. Eh bien voilà, les déclarations officielles se terminent avec cette annonce de Jean-Yves Le Gall. Ce sera le 9 septembre, un tout petit peu plus d'un mois, et on se retrouvera ici à Kourou pour un prochain vol. Ce sera le vol 204. Regardez ces belles images, c'était tout à l'heure. Donc on va en profiter d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui ont rendu possible cette vidéo transmission. Donc à toute l'équipe de Guyane Première, à Manuel de Oliveira, notre réalisateur, à Marie-Aline Bourdon qui a supervisé cette vidéo transmission. Merci Pierre pour Merci ses commentaires. Julien pour ces précisions techniques et votre enthousiasme. Et puis un petit remerciement personnel. Je voudrais quand même envoyer tous mes voeux à Clément Muraté et Aude Proutière, deux amis à moi qui se marient aujourd'hui. Donc j'ai pas pu être à leur mariage puisque je suis ici à Kourou. Mais je pense bien fort à eux et je leur envoie tous mes voeux. Vive la mariée et vive Ariane 5. Regardez ce départ, c'était tout à l'heure, 19h52 minutes et 30 secondes heure de Kourou, de bien belles images. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette vidéo transmission en direct. Nous vous disons à une prochaine fois, ce sera sans doute le 9 septembre et donc à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous sur ces images.